En 2016, le Panama inaugure un canal élargi capable de laisser passer des géants des mers chargés de milliers de conteneurs. C'est une prouesse technique, un spectacle grandiose. Le coût officiel de cette expansion, plus de 5 milliards de dollars. Ce qu'on dit moins, c'est que près de la moitié de cette somme, 42% pour être précis, provient de prêts internationaux, accordés par des banques publiques japonaises, européennes et américaines. Sur le papier, c'est un triomphe d'ingénierie. En réalité, c'est aussi une opération de dette massive, qui va redessiner silencieusement l'équilibre du pouvoir économique mondial. Comment une simple voie d'eau de 80 km a-t-elle transformé des obligations financières en armes géopolitiques? Comment une dette peut-elle contrôler 6% du commerce mondial? Et surtout, à qui contrôle vraiment le prix que le monde paie pour traverser ce canal? Pour comprendre ce levier de pouvoir, il faut remonter à la première faillite du canal. Une faillite qui a déjà coûté des fortunes, des vies, et qui a même fait chuter un gouvernement. À la fin du 19e siècle, la France se lance dans une aventure pharaonique, le canal de Panama. Pour financer ce qui est alors l'un des plus grands projets d'ingénierie de l'histoire, on met en place un montage financier spectaculaire. On émet des obligations, des actions, et on lance des campagnes de propagande massive. Le message est simple. Investir dans le canal de Panama, c'est investir dans un nouveau Suez, une promesse de richesse et de gloire nationale. Et ça marche. Plus de 800 000 petits épargnants français, des familles modestes, des rentiers, placent toutes leurs économies dans ce rêve. Mais en 1889, le rêve tourne au cauchemar. La compagnie du canal fait faillite. La jungle, les maladies, les défis techniques insurmontables ont eu raison du projet. La dette devient insoutenable et un gigantesque scandale de corruption éclate. On découvre que des ministres, des sénateurs et des journaux ont été payés pour cacher la vérité et encourager les gens à continuer d'investir. C'est le fameux scandale de Panama. Pour les 800 000 investisseurs français, c'est une ruine totale, un gouffre financier. Mais pour une autre puissance qui observe la situation de loin, c'est une opportunité historique. Cette puissance, ce sont les États-Unis. En 1903, Washington obtient de la toute nouvelle République du Panama le droit de construire et de contrôler le canal. Pour y parvenir, le président Theodore Roosevelt n'a pas hésité à utiliser la manière forte. À l'époque, le Panama est une province de la Colombie qui refuse les conditions américaines. Roosevelt envoie alors des navires de guerre pour bloquer les troupes colombiennes et soutenir une rébellion séparatiste. En quelques jours, le Panama déclare son indépendance et le nouveau gouvernement reconnaissant signe un traité qui concède aux États-Unis une zone de contrôle quasi totale sur le futur canal à perpétuité. C'était un deal brutal, un acte de diplomatie de la canonnière. Entre 1903 et 1914, les Américains achèvent le canal. Ils dépensent plus de 300 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de plusieurs milliards aujourd'hui. Ce financement est public, mais l'idée derrière est simple. Transformer ce chantier en un actif stratégique au service de la puissance américaine. En contrôlant le canal, les États-Unis contrôlent le raccourci maritime le plus important du monde, celui qui relie l'Atlantique et le Pacifique. Et en contrôlant les conditions financières comme les péages, les droits de passage et les investissements, ils verrouillent une partie des flux commerciaux mondiaux. Pendant des décennies, le canal de Panama est géré comme un outil militaire et économique au profit exclusif des États-Unis. Les tarifs, les règles d'accès, les décisions d'expansion, tout est calibré en fonction des intérêts stratégiques de Washington, pas de ceux du Panama. Le pays hôte touche certes des revenus, mais il ne contrôle ni la gouvernance, ni les grands choix d'investissement. Il est dépendant. Cette situation crée des tensions de plus en plus fortes. Dans les années 1970, la contestation explose au Panama et dans toute l'Amérique latine. Finalement, en 1977, les traités Torrijos-Carter sont signés. Ils prévoient le transfert complet de la souveraineté du canal au Panama qui sera effectif le 31 décembre 1989. Mais il y a un détail crucial dans ce traité, une petite phrase qui change tout. Il est écrit que le canal sera transféré libre de tout lien et de toute dette du côté américain.
Autrement dit, les États-Unis rendent l'outil, mais seulement après en avoir capté la rente stratégique et financière pendant près d'un siècle. La dette disparaît sur le papier, mais elle va très vite réapparaître dans la réalité financière mondiale. Le 31 décembre 1989, à minuit, le Panama récupère enfin son canal. Il hérite d'un actif extrêmement rentable, une artère vitale par laquelle transitent environ 6% du commerce maritime mondial et près de 40% du trafic de conteneurs à destination ou en provenance des États-Unis. C'est une manne financière incroyable. Mais il y a un problème. Pour rester compétitif, le canal doit changer d'échelle. Les nouveaux porte-conteneurs géants, qu'on appelle les post-Panamax, sont trop gros pour passer dans les anciennes écluses construites un siècle plus tôt. Le Panama se retrouve face à un dilemme terrible. Soit il investit des milliards de dollars qu'il n'a pas pour moderniser le canal, soit il risque de voir sa principale source de revenus se tarir les navires, choisissant d'autres routes. Le choix est vite fait. Pour survivre, le Panama doit s'endetter. Il se tourne alors vers la dette internationale. En 2006, l'autorité du canal de Panama, l'entité publique qui gère le canal, présente un méga plan d'extension. Le coût est estimé à 5,25 milliards de dollars. Pour financer ce projet titanesque, un montage complexe est mis en place. Une partie vient des revenus du canal lui-même, mais environ 2,3 milliards de dollars proviennent de prêts externes. Ces prêts sont accordés par 5 grandes institutions financières publiques, la banque japonaise JBIC, la Banque européenne d'investissement, la Banque interaméricaine de développement, la CAF d'Amérique latine et l'IFC, une branche de la Banque mondiale. Les conditions de ces prêts sont très attractives. Le remboursement est étalé sur 20 ans, avec une période de grâce de 10 ans. Les créanciers n'ont aucun droit de regard sur l'exploitation quotidienne du canal. Et surtout, l'État panaméen n'apporte aucune garantie. C'est le canal lui-même, avec ses futurs revenus, qui garantit la dette. Vu de l'extérieur, c'est une véritable success story. Un pays en développement qui finance seul un projet d'infrastructure majeur en pleine crise financière mondiale, uniquement grâce à sa crédibilité et aux profits attendus. Mais sur le plan géopolitique, quelque chose de fondamental a changé. La dette du canal n'est plus l'outil de domination d'une seule superpuissance, comme les États-Unis. Elle devient un actif partagé. Le Japon, l'Europe, les Amériques. Plusieurs blocs cherchent désormais à sécuriser leur influence sur ce point de passage stratégique en devenant ses créanciers. Aujourd'hui, le canal de Panama est au cœur de tensions économiques et politiques croissantes. Les États-Unis, qui restent le premier client du canal, se plaignent de frais de passage qu'ils jugent exorbitants. Ils s'inquiètent aussi de l'influence grandissante de la Chine dans les investissements liés au canal et aux ports de la région. Certains responsables américains ont même été jusqu'à évoquer publiquement la possibilité de reprendre le contrôle du canal par la force, si cela devenait nécessaire pour la sécurité économique des États-Unis. En même temps, le Panama doit gérer une réalité budgétaire très difficile. Le pays doit rembourser entre 1 et 2 milliards de dollars de dettes chaque année sur la prochaine décennie. Tout ça dans un contexte où les revenus sont sous pression, la concurrence d'autres routes, comme le canal de Suez et les sécheresses de plus en plus fréquentes qui réduisent le niveau d'eau et donc le nombre de navires pouvant passer, menacent les profits. Le pays dépend énormément des revenus du canal, qui représentent près d'un dixième de son budget. Il est donc très vulnérable aux chocs sur le commerce mondial et aux tensions entre les grandes puissances. On n'est plus simplement dans un débat sur qui possède le canal. La vraie question c'est qui possède sa dette, qui contrôle ses flux et qui a la capacité de dicter le prix auquel le monde traverse cette veine ouverte du commerce mondial. La dette du canal de Panama a changé de forme, de créancier, de logique, mais elle reste un levier de pouvoir.